Vous savez, ce qui me brise le cœur chaque jour dans mon cabinet, ce qui me réveille parfois la nuit avec cette sensation d'impuissance que nous connaissons tous en tant que thérapeutes, c'est de voir des femmes magnifiques, des mères extraordinaires qui ont tout donné, absolument tout, assises devant moi avec ce regard vide, cette question qui les ronge de l'intérieur comme un poison lent et silencieux. Pourquoi mon enfant ne me valorise pas? Pourquoi, après toutes ces années de sacrifices, de nuits blanches, de renoncements, mon propre enfant me traite comme si j'étais invisible, comme si ma présence n'avait aucune valeur, comme si tout ce que j'ai fait n'avait jamais existé. Et vous savez, ce qui est encore plus douloureux, c'est que ces femmes, ces mères incroyables, pensent que c'est de leur faute, qu'elles n'ont pas été assez bonnes, assez présentes, assez parfaites. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui va peut-être vous déranger, qui va peut-être vous faire mal, mais qui va surtout vous libérer de cette culpabilité qui vous étouffe depuis trop longtemps. Je m'appelle Christophe André, je suis psychiatre et psychothérapeute depuis plus de 30 ans. Et si j'ai appris quelque chose durant toutes ces années passées, à écouter, à observer, à accompagner des milliers de personnes dans leur souffrance et leur reconstruction, c'est que la relation entre une mère et son enfant est probablement la plus complexe, la plus chargée émotionnellement, la plus susceptible de créer des blessures profondes qui peuvent durer toute une vie. Mais attention, et je veux que vous entendiez bien ceci, complexe ne signifie pas impossible à comprendre et blessé ne signifie pas condamné à souffrir éternellement. Imaginez cette scène que je vois se répéter encore et encore dans mon cabinet, une femme d'une 50aine d'années, élégante, malgré la fatigue visible sur son visage, les mains qui tremblent légèrement tandis qu'elle tient son mouchoir. Et elle me raconte comment son fils de 30 ans vient de lui raccrocher au nez pour la 3e fois cette semaine, comment sa fille ne l'invite jamais aux événements importants de sa vie, comment lors du dernier repas de famille, ses enfants ont passé tout le temps sur leur téléphone sans même la regarder vraiment, sans vraiment la voir. Elle me dit avec cette voix brisée que je connais si bien, « J'ai tout fait pour eux, Christophe. J'ai renoncé à ma carrière, j'ai supporté un mariage difficile pour leur offrir une famille stable, j'ai mis mes rêves de côté et maintenant ils me traitent comme une étrangère, pire encore, comme un fardeau dont ils aimeraient se débarrasser. » Et là, je dois vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre venant d'un thérapeute, mais tant pis, je le dis quand même parce que c'est la vérité et que vous méritez la vérité, pas des mensonges réconfortants qui ne servent qu'à endormir la douleur sans jamais la guérir. Cette situation n'est pas uniquement de votre responsabilité. Voilà, je l'ai dit, vous n'êtes pas seul responsable du fait que votre enfant ne vous valorise pas. Mais, et c'est un mais important, cela ne signifie pas que vous n'avez aucun pouvoir pour changer les choses. Au contraire, comprendre les mécanismes psychologiques qui sont à l'œuvre, c'est justement ce qui va vous donner ce pouvoir, cette capacité d'agir, de transformer une relation qui vous fait souffrir en quelque chose de plus sain, de plus équilibré, de plus nourrissant pour vous deux. Avant de continuer, je veux vous demander quelque chose. Si ce que je vous dis résonne en vous, si vous sentez que ces mots touchent quelque chose de profond dans votre expérience, faites-moi une faveur, abonnez-vous à cette chaîne. Parce que mon objectif ici n'est pas de vous donner des conseils superficiels que vous oublierez dans une heure. Mon objectif est de créer une communauté de femmes fortes, conscientes, qui refusent de rester prisonnières de schémas relationnels toxiques, qui choisissent de se respecter elles-mêmes autant qu'elles respectent les autres et qui comprennent que leur valeur ne dépend pas du regard que les autres, même leurs propres enfants, portent sur elles. Maintenant, revenons à cette question essentielle, pourquoi un enfant ne valorise pas sa mère? Et attention, quand je parle d'enfants, je ne parle pas seulement des petits, je parle aussi et surtout des enfants adultes, parce que c'est souvent là que la douleur est la plus intense. Quand vous réalisez que ce petit être que vous avez porté, nourri, protégé, est devenu un adulte qui semble avoir oublié tout ce que vous avez fait, qui semble considérer votre présence comme acquise, votre amour comme un dû, votre sacrifice comme quelque chose de normal qui ne mérite même pas un merci, laissez-moi vous dire ce qui va se passer si vous ne comprenez pas les mécanismes psychologiques dont nous allons parler aujourd'hui, si vous continuez à fonctionner avec les mêmes schémas, les mêmes réactions, les mêmes attentes non exprimées. Vous allez vous enfoncer de plus en plus dans cette spirale de ressentiment et de culpabilité, cette combinaison toxique qui empoisonne tant de relations mère-enfant.
Vous allez continuer à donner, à vous sacrifier en espérant secrètement que vos enfants finiront par voir, par comprendre, par reconnaître tout ce que vous avez fait pour eux. Mais devinez quoi, cela n'arrivera pas spontanément en tout cas, parce que les dynamiques relationnelles ne changent pas par magie, elles changent quand quelqu'un a le courage de les regarder en face, de les comprendre et de modifier sa propre façon d'être en relation. Et ce n'est pas tout, vous voulez savoir ce qui est encore plus douloureux, encore plus difficile à accepter, c'est que pendant que vous attendez cette reconnaissance qui ne vient pas, pendant que vous vous épuisez à essayer d'être la mère parfaite qui finira par mériter l'amour de ses enfants, la vie passe, les années passent et vous vous réveillez un jour à 60 ans, à 70 ans, en réalisant que vous avez passé votre vie entière à attendre l'approbation de personnes qui, aussi cruellement que cela puisse sonner, ne vous la donneront peut-être jamais de la façon dont vous l'espérez. Et pendant ce temps, vous avez oublié de vivre votre propre vie, de cultiver vos propres passions, de nourrir vos propres relations, de vous valoriser vous-même indépendamment du regard de vos enfants. Je vois certaines d'entre vous qui commencent à se sentir mal à l'aise et c'est normal, c'est même sain parce que la vérité fait mal avant de libérer, elle dérange avant d'apaiser, elle bouleverse avant de reconstruire. Mais restez avec moi. Parce que je ne suis pas en train de vous dire que tout est perdu. Au contraire, je suis en train de vous dire que tout est possible, mais seulement si vous acceptez de regarder la réalité en face, sans les filtres de la culpabilité, sans les illusions du sacrifice rédempteur, sans les mensonges réconfortants que notre société nous raconte sur la maternité. Vous savez ce qui va se passer aussi si vous ne changez rien. Vos enfants vont reproduire exactement le même schéma avec leurs propres enfants. Ils vont perpétuer cette dynamique dysfonctionnelle où l'amour maternel est considéré comme acquis, où le sacrifice est attendu sans reconnaissance, où la mère est valorisée en théorie, mais ignorée en pratique, et vous allez voir vos petits-enfants grandir dans le même système, avec les mêmes blessures, les mêmes non-dits, les mêmes frustrations. Est-ce vraiment l'héritage que vous voulez laisser ? Est-ce vraiment le cycle que vous voulez perpétuer ? Mais attendez, parce que je n'ai pas encore fini de vous dire ce qui va se passer si vous restez dans cette dynamique. Vous allez aussi, et cela je le vois tellement souvent que cela me désespère, vous allez développer des problèmes de santé parce que le corps garde la trace de toutes ces émotions non exprimées, de toute cette tristesse niée. Les études sont formelles là-dessus et je ne vous parle pas de pseudosciences, je vous parle de recherches solides publiées dans les meilleures revues scientifiques. Le stress chronique lié aux relations familiales conflictuelles ou insatisfaisantes est un facteur de risque majeur pour les maladies cardiovasculaires. Les troubles auto-immuns, la dépression, l'anxiété chronique et même certains cancers. Votre corps est en train de payer le prix de ce silence, de cette abnégation, de cette incapacité à poser des limites saines. Et vous savez, ce qui est vraiment tragique dans tout cela, c'est que pendant que vous vous sacrifiez en espérant être valorisé, pendant que vous vous effacez en espérant être entendu, vos enfants ne sont pas plus heureux pour autant. Parce qu'une relation basée sur le sacrifice et la culpabilité n'est saine pour personne, ni pour celle qui donne sans recevoir, ni pour celui qui reçoit sans vraiment donner en retour. Vous créez des adultes qui ne savent pas ce qu'est une relation équilibrée, qui pensent que l'amour c'est prendre sans donner ou donner sans recevoir, qui reproduiront ces schémas toxiques dans toutes leurs relations futures. Alors maintenant que je vous ai bien fait peur, et croyez-moi, c'était nécessaire parce que sans cette prise de conscience de l'urgence, de la gravité de la situation, vous n'auriez pas la motivation nécessaire pour faire le travail difficile qui vous attend. Maintenant, je vais vous expliquer les 7 raisons psychologiques pour lesquelles un enfant ne valorise pas sa mère et surtout, je vais vous donner les outils concrets pour transformer cette situation, pour récupérer votre pouvoir, pour construire une relation plus saine où vous êtes respecté, valorisé et où vous pouvez enfin respirer. La première raison psychologique, et celle-ci va peut-être vous surprendre parce qu'elle va à l'encontre de tout ce qu'on nous a toujours dit sur la maternité, c'est que vous avez peut-être été trop disponible, trop présente, trop dévouée. Oui, vous avez bien entendu, trop. Je sais que cela sonne comme une hérésie dans notre culture qui glorifie le sacrifice maternel, qui fait de la mère l'être, qui doit tout donner tout le temps sans jamais rien attendre en retour. Mais laissez-moi vous expliquer le mécanisme psychologique qui est à l'œuvre ici et vous allez comprendre pourquoi cette disponibilité totale, loin de créer de la gratitude, crée au contraire de l'indifférence. Quand vous êtes toujours disponible, toujours prête à répondre aux besoins de votre enfant, toujours là pour résoudre ses problèmes, anticiper ses désirs, faciliter sa vie,
Vous créez ce que nous appelons en psychologie une habituation. L'habituation, c'est ce phénomène par lequel notre cerveau cesse de prêter attention à ce qui est constant, prévisible, toujours présent. C'est un mécanisme d'adaptation très utile dans certains contextes. Par exemple, c'est grâce à l'habituation que vous ne sentez plus vos vêtements sur votre peau après quelques minutes, que vous n'entendez plus le bruit du réfrigérateur dans votre cuisine, que vous ne remarquez plus l'odeur de votre propre maison. Mais appliqué aux relations humaines, ce mécanisme devient destructeur. Votre enfant, qu'il ait 10 ans ou 40 ans, s'est habitué à votre présence, à votre disponibilité, à votre dévouement. Pour lui, vous êtes comme l'air qu'il respire, essentiel mais invisible, vital mais non remarqué. Il ne valorise pas votre présence parce qu'il n'a jamais vraiment expérimenté votre absence. Il n'a jamais eu à se demander si vous seriez là, à anticiper vos réactions, à mériter votre attention. Tout cela lui a toujours été donné gratuitement, automatiquement, sans condition. Et notre cerveau humain, aussi sophistiqué soit-il, fonctionne selon un principe très simple. Nous valorisons ce qui est rare, ce qui n'est pas garanti. Je vais vous donner un exemple très concret que j'ai vu dans mon cabinet il y a quelques mois. Marie, 52 ans, 3 enfants adultes, venait me voir parce qu'elle était dévastée par le fait que ses enfants ne l'appelaient jamais, ne prenaient jamais dans leurs projets. Et quand je lui ai demandé de me décrire sa relation avec eux, voici ce qu'elle m'a raconté. Chaque dimanche, elle préparait un repas pour toute la famille. Elle appelait chacun de ses enfants au moins 3 fois par semaine pour prendre des nouvelles. Elle gardait ses petits-enfants chaque fois qu'on lui demandait, sans jamais dire non. Elle envoyait de l'argent quand ils avaient des difficultés financières. Elle était toujours la première à proposer son aide pour un déménagement, une réparation, n'importe quoi. En surface, cela ressemble à une mère aimante et dévouée. Mais regardez plus profondément, regardez la dynamique qui s'est installée. Marie avait créé une situation où ses enfants n'avaient jamais à faire d'efforts pour maintenir la relation avec elle. Ils n'avaient jamais à se demander comment elle allait, à s'inquiéter pour elle, à anticiper ses besoins. Elle faisait tout cela pour eux, mais eux ne faisaient rien pour elle. Et le plus tragique, c'est que Marie interprétait leur passivité comme un signe qu'elle devait en faire encore plus, être encore plus présente, encore plus dévouée. Elle était prise dans une spirale où plus elle donnait, moins elle recevait. Et moins elle recevait, plus elle donnait, espérant que le point de bascule arriverait, que ses enfants finiraient par voir, par comprendre, par apprécier. Mais ce point de bascule n'arrive jamais dans ce type de dynamique. Jamais, parce que vous avez créé un système où votre valeur est invisible, précisément parce qu'elle est omniprésente. Alors, qu'est-ce que nous avons fait avec Marie ? Qu'est-ce que je vous propose de faire si vous vous reconnaissez dans cette description ? Nous avons travaillé sur ce concept difficile mais libérateur de la disponibilité sélective. Marie a appris à dire non parfois, pas par méchanceté, pas pour punir ses enfants, mais simplement pour créer un espace où il pourrait apprendre à valoriser sa présence en expérimentant parfois son absence. Elle a arrêté d'appeler systématiquement 3 fois par semaine. Elle a attendu que ce soit eux qui prennent contact. Au début, cela a été terriblement difficile pour elle. Elle se sentait coupable. Elle avait peur qu'ils pensent qu'elle ne les aimait plus. Elle devait lutter contre cette voix intérieure qui lui disait qu'une bonne mère doit toujours être disponible. Et vous savez ce qui s'est passé après quelques semaines. Ses enfants ont commencé à l'appeler eux-mêmes au début par inquiétude. Pourquoi maman n'appelle plus? Est-ce qu'elle va bien? Puis progressivement, par habitude, par envie réelle de prendre de ses nouvelles. Quand il lui demandait de garder les petits-enfants, elle vérifiait d'abord son propre emploi du temps, ses propres envies. Et parfois elle disait « non, j'ai prévu autre chose ce jour-là ». Et miracle, non seulement ses enfants ne lui en ont pas voulu, mais ils ont commencé à valoriser davantage les moments où elle disait oui, à la remercier, vraiment à reconnaître qu'elle leur rendait service, au lieu de considérer cela comme un dû. La deuxième raison psychologique pour laquelle un enfant ne valorise pas sa mère, et celle-ci est intimement liée à la première, c'est que vous n'avez peut-être jamais exprimé vos propres besoins, vos propres limites, vos propres attentes.
Vous avez fonctionné comme si vous n'aviez pas de besoins propres, comme si votre seul rôle était de répondre aux besoins des autres, comme si votre valeur se mesurait uniquement à votre capacité à vous effacer, à vous sacrifier, à disparaître derrière votre fonction de mère. Et en faisant cela, vous avez envoyé un message très clair à vos enfants, le message que vos besoins ne comptent pas, que vous n'avez pas de limites, que vous êtes une ressource inépuisable qu'on peut solliciter sans fin, sans jamais avoir à se préoccuper de votre bien-être. Comprenez bien le mécanisme psychologique ici, les enfants, et je parle autant des enfants de 5 ans que des adultes de 40 ans, apprennent par observation et par expérience. Si vous ne vous respectez pas vous-même, si vous ne valorisez pas vos propres besoins, comment pouvez-vous attendre qu'ils le fassent? Vous leur avez appris par votre comportement répété année après année que vous n'êtes pas importante, que vos besoins peuvent être ignorés, que vos limites peuvent être franchies sans conséquence. Et maintenant, vous êtes surprise, blessée, révoltée, qu'ils vous traitent exactement de la façon dont vous leur avez appris à vous traiter. Je sais que cela peut sonner dur, brutal même, mais restez avec moi parce que je ne dis pas cela pour vous culpabiliser davantage. Au contraire, je dis cela pour vous montrer où se trouve votre pouvoir. Si c'est vous qui avez, sans le vouloir, sans savoir, enseigné à vos enfants à ne pas vous valoriser, alors c'est aussi vous qui avez le pouvoir de leur enseigner quelque chose de différent, de modifier la dynamique, de redéfinir les règles de la relation. Mais pour cela, il faut d'abord que vous acceptiez que vous avez des besoins légitimes, que ces besoins sont aussi importants que ceux de vos enfants, que vous méritez respect et considération non pas parce que vous êtes une mère parfaite, mais simplement parce que vous êtes un être humain. Laissez-moi vous parler de Sophie, une patiente qui illustre parfaitement cette dynamique. Sophie, 57 ans, mère de 2 filles adultes, venait me voir parce qu'elle se sentait complètement épuisée, vidée au bord du burn-out. Ces filles l'appelaient à toute heure du jour et de la nuit pour se plaindre de leur vie, de leur travail, de leurs relations amoureuses. Et Sophie écoutait, conseillait, rassurait, parfois pendant des heures. Mais quand je lui ai demandé si ces filles prenaient de ses nouvelles à elle, si elles s'intéressaient à sa vie, à ses préoccupations, à ses émotions, Sophie a eu un moment de silence, puis elle a dit quelque chose de révélateur. Mais Christophe, elles ont leurs propres problèmes. Je ne veux pas les embêter avec les miens. Vous voyez le problème ici, Sophie avait créé une relation à sens unique où elle était l'éternelle écoutante, la consolatrice, la résolveur de problèmes, mais jamais celle qui pouvait avoir besoin d'écoute, de consolation, de soutien. Et ces filles, qui l'aimaient sincèrement, avaient intégré ce rôle qu'elle leur avait assigné. Elles venaient vers elle pour recevoir, mais jamais pour donner, non pas par égoïsme conscient, mais simplement parce que c'était le seul mode relationnel qu'elles avaient connu avec leur mère. Sophie n'existait pour elle que dans cette fonction de mère ressource, pas comme une personne à part entière, avec ses propres vulnérabilités, ses propres besoins, ses propres limites. Le travail que nous avons fait ensemble a été de l'aider à se réapproprier son statut de personne, pas seulement de mère. Sophie a appris, et cela a été un processus long et difficile parce que cela allait contre des décennies de conditionnement, à partager aussi ses propres préoccupations avec ses filles, à leur dire quand elle était fatiguée et n'avait pas l'énergie pour une longue conversation, à exprimer ses propres besoins émotionnels. Au début, ces filles ont été surprises, un peu déstabilisées même, parce que cela changeait les règles du jeu auxquelles elles étaient habituées. Mais progressivement, quelque chose de magnifique s'est produit. Leur relation est devenue plus équilibrée, plus authentique, plus profonde. Les filles ont découvert une dimension de leur mère qu'elles ne connaissaient pas. Elles ont commencé à la voir comme une personne complexe et intéressante, pas seulement comme une fonction maternelle. Et paradoxalement, en cessant d'être la mère parfaite toujours disponible, Sophie est devenue une mère plus respectée, plus valorisée, plus aimée d'un amour adulte et réciproque. La troisième raison psychologique, et celle-ci est particulièrement importante dans notre société contemporaine, c'est que votre enfant a peut-être intériorisé les messages culturels qui dévalorisent systématiquement les femmes, et particulièrement les mères. Nous vivons dans une société qui en théorie, célèbre la maternité, qui fait des discours lyriques sur l'importance des mères, qui consacre même une journée par an à les honorer. Mais en pratique, regardez comment les mères sont réellement traitées, regardez comment le travail maternel est invisible, non rémunéré, considéré comme naturel, donc ne méritant pas de reconnaissance particulière.
Regardez comment une femme qui choisit de se consacrer à ses enfants est souvent perçue comme quelqu'un qui ne fait rien de vraiment important, qui n'a pas de vraie carrière, qui ne contribue pas réellement à la société. Vos enfants ont grandi dans cette culture, ils ont été exposés à ces messages subtils et moins subtils qui leur disent que le travail intellectuel vaut plus que le travail émotionnel, que la réussite professionnelle vaut plus que la réussite relationnelle, que ce qui se passe dans la sphère publique est plus important que ce qui se passe dans la sphère privée. Et devinez quoi, la sphère privée, c'est votre domaine. C'est là que vous avez investi votre énergie, votre temps, votre créativité, votre intelligence. Mais cette sphère est systématiquement dévalorisée dans notre culture, donc par extension, votre contribution est dévalorisée. Je vois cela constamment dans mon cabinet, des fils qui parlent avec admiration de leur père, qui a réussi professionnellement, qui a construit une carrière, mais qui mentionnent à peine leur mère, qui a pourtant créé l'environnement émotionnel stable qui a permis au père de se consacrer à sa carrière, qui a géré toute la complexité logistique et émotionnelle de la vie familiale, qui a été le ciment invisible, qui a tenu tout ensemble. Cette contribution est invisible précisément parce qu'elle a été bien faite, parce que quand le travail émotionnel est bien fait, il est invisible, il semble que tout se passe naturellement, sans effort, sans compétences particulières. Et il y a quelque chose d'encore plus insidieux, c'est que vous-même, en tant que mère, vous avez peut-être intériorisé ces messages, vous avez peut-être vous-même dévalorisé votre propre contribution. Combien de fois avez-vous dit, quand quelqu'un vous demandait ce que vous faisiez, oh, je ne suis que mère au foyer, ou je ne travaille pas, je m'occupe juste des enfants. Vous voyez le langage que vous utilisez, je ne travaille pas, juste. Vous minimisez, vous dévalorisez, vous invisibilisez votre propre travail. Et si vous le faites vous-même, comment pouvez-vous attendre que vos enfants valorisent ce que vous-même ne valorisez pas? Alors que faire face à cette troisième raison, comment contrer des décennies de conditionnement culturel qui dévalorisent le travail maternel. D'abord, et c'est fondamental, vous devez vous-même reconnaître, valoriser, honorer votre propre contribution. Vous devez arrêter de minimiser ce que vous avez fait, ce que vous faites, élever des enfants, créer un environnement familial stable, gérer les complexités émotionnelles et logistiques d'une famille. C'est un travail qui demande une intelligence émotionnelle sophistiquée, des compétences en gestion de projet, une capacité d'adaptation constante, une créativité sans fin, une résilience à toute épreuve. C'est un travail qui, s'il était fait dans le monde professionnel, nécessiterait probablement les compétences d'un psychologue, d'un manager, d'un médiateur, d'un enseignant, d'un chef cuisinier, d'un comptable et j'en passe. Ensuite, et ceci est crucial, vous devez nommer explicitement votre contribution auprès de vos enfants. Pas de façon agressive, pas en leur jetant à la figure tout ce que vous avez fait pour eux, mais de façon factuelle, informative. Vous pouvez leur raconter des anecdotes de quand ils étaient petits, des défis que vous avez relevés, les décisions difficiles que vous avez prises, les sacrifices que vous avez faits, non pas pour qu'ils se sentent coupables, mais pour qu'ils comprennent la réalité de ce que signifie être parent. Vous pouvez aussi partager avec eux maintenant, en temps réel, le travail invisible que vous faites. Par exemple, quand vous organisez un repas de famille, au lieu de faire comme si tout se passait par magie, vous pouvez dire « J'ai passé 3 heures hier à préparer ce repas, j'ai réfléchi à ce que chacun aimerait manger. J'ai fait les courses, j'ai cuisiné, j'ai mis la table, non pas pour qu'ils vous plaignent, mais pour qu'ils voient, qu'ils reconnaissent, qu'ils valorisent. » La quatrième raison psychologique pour laquelle un enfant ne valorise pas sa mère, et celle-ci va peut-être vous faire mal, mais elle est essentielle à comprendre, c'est que vous avez peut-être utilisé le sacrifice et la culpabilité comme outil relationnel, et vos enfants ont développé une résistance, une sorte d'immunité psychologique à ces stratégies. Laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire par là, parce que c'est subtil et souvent inconscient. Beaucoup de mères, et je ne dis pas cela pour les juger parce que c'est un pattern culturel qui se transmet de génération en génération, utilisent leur sacrifice comme une monnaie d'échange relationnelle. Le message implicite est « Regardez tout ce que j'ai fait pour vous, regardez tout ce à quoi j'ai renoncé, vous me devez donc reconnaissance, gratitude, obéissance, amour. »
C'est ce que nous appelons en psychologie le martyre maternel, et c'est une stratégie relationnelle toxique qui crée exactement l'inverse de ce qu'elle cherche à obtenir. Quand vous dites à votre enfant j'ai sacrifié ma carrière pour toi, j'ai renoncé à mes rêves pour toi, j'ai supporté un mariage malheureux pour toi, regardez tout ce que j'ai enduré pour toi, qu'est-ce que vous créez psychologiquement chez cet enfant vous créez de la culpabilité, oui, mais pas une culpabilité saine qui motiverait la gratitude et la réciprocité. Non, vous créez une culpabilité toxique, écrasante, qui génère du ressentiment, de la colère et un désir de s'éloigner pour échapper à ce poids insupportable. Votre enfant se retrouve dans une position impossible, il n'a pas demandé à naître, il n'a pas demandé que vous fassiez ces sacrifices, et maintenant vous lui présentez la facture émotionnelle de choix qu'il n'a jamais fait. Comment peut-il réagir face à cela? Soit il s'effondre sous le poids de la culpabilité et développe une relation malsaine basée sur l'obligation et le devoir plutôt que sur l'amour authentique, soit il se rebelle, il se met en colère, il rejette votre sacrifice et par extension vous rejette vous, soit il développe une stratégie de distanciation émotionnelle, il cesse de vraiment vous écouter, il minimise votre contribution, il se protège psychologiquement en devenant imperméable à vos messages chargés de culpabilité. Et voici le paradoxe cruel, plus vous insistez sur votre sacrifice, plus vous rappelez tout ce que vous avez fait, moins votre enfant vous valorise, parce qu'il a développé cette immunité psychologique, il a appris à ne plus entendre, à ne plus voir, à se protéger de ce qui est vécu comme une agression émotionnelle, même si ce n'était pas votre intention. Vous pensiez qu'en leur rappelant votre sacrifice, ils comprendraient votre valeur, mais en réalité, vous avez créé l'inverse, une dévalorisation défensive. Je vais vous raconter l'histoire de Françoise, 62 ans, mère de 3 enfants adultes, qui ne lui parlait presque plus. Quand elle est venue me voir, elle était amère, révoltée, elle ne comprenait pas comment ses enfants pouvaient être aussi ingrats après tout ce qu'elle avait fait pour eux. Et effectivement, Françoise avait beaucoup fait. Elle avait été une mère très présente, très dévouée. Elle avait renoncé à sa carrière d'enseignante pour s'occuper de ses enfants plein temps. Mais au fil de nos séances, j'ai compris que Françoise avait construit toute son identité, toute sa valeur personnelle autour de ce sacrifice, et elle en parlait constamment à chaque conversation avec ses enfants. Elle trouvait le moyen de rappeler ce qu'elle avait fait pour eux et les opportunités auxquelles elle avait renoncé, la vie qu'elle aurait pu avoir. Ces enfants, maintenant adultes, avaient développé ce que j'appelle une surdité sélective. Ils ne l'écoutaient plus vraiment, ils minimisaient ses contributions, non pas parce qu'ils étaient fondamentalement ingrats, mais parce que c'était leur seule façon de se protéger psychologiquement de ce poids écrasant de la dette impayable. Comment peut-on rembourser quelqu'un qui a sacrifié toute sa vie pour vous? C'est impossible. Donc la seule solution psychologique est de nier la valeur de ce sacrifice, de le minimiser, de se dire que ce n'était pas vraiment un sacrifice, qu'elle l'a fait pour elle-même, qu'elle aurait de toute façon été malheureuse dans sa carrière. Le travail que nous avons fait avec Françoise a été de l'aider à se réapproprier ses choix, à reconnaître que oui, elle avait fait des sacrifices, mais que c'était ses choix, qu'elle les avait faits pour des raisons complexes qui n'étaient pas uniquement liées à ses enfants, qu'elle avait aussi retiré des satisfactions de son rôle de mère, que sa vie n'avait pas été uniquement sacrifice et renoncement. Cette réappropriation a été libératrice pour elle et elle a changé complètement sa façon de communiquer avec ses enfants. Au lieu de leur rappeler constamment ce qu'elle avait fait pour eux, elle a commencé à parler de sa vie de façon plus équilibrée, reconnaissant les aspects positifs et négatifs, les choix et les contraintes, les satisfactions et les frustrations. Et quelque chose de remarquable s'est produit quand elle a cessé d'utiliser la culpabilité comme outil relationnel, quand elle a arrêté de présenter sa vie comme un sacrifice total pour eux. Ses enfants ont pu enfin baisser leur défense psychologique, ils ont pu commencer à vraiment voir ce qu'elle allait faire, à l'apprécier sans se sentir écrasée par une dette impossible à rembourser. La reconnaissance est venue naturellement quand elle a cessé de l'exiger. La valorisation est apparue quand elle a arrêté de la réclamer. Alors si vous vous reconnaissez dans ce pattern, si vous réalisez que vous avez utilisé le sacrifice et la culpabilité comme outil relationnel, voici ce que je vous propose. Arrêtez immédiatement de rappeler à vos enfants tout ce que vous avez fait pour eux. Arrêtez de présenter votre vie comme un sacrifice total.
Arrêtez d'attendre qu'ils remboursent une dette qu'ils ne peuvent pas rembourser. À la place, réappropriez-vous vos choix, reconnaissez que vous avez fait ce que vous pensiez être le mieux à l'époque avec les informations et les ressources que vous aviez. Reconnaissez aussi que vous avez retiré des satisfactions de votre rôle de mère, même si cela a aussi comporté des difficultés et des renoncements. Et surtout, et ceci est absolument crucial, construisez-vous une vie qui ne dépend pas uniquement de la reconnaissance de vos enfants. Développez vos propres intérêts, vos propres relations, vos propres sources de satisfaction et de valorisation. Parce que tant que toute votre valeur personnelle dépend du regard de vos enfants, vous serez dans une position de dépendance émotionnelle qui rendra impossible une relation saine et équilibrée. La cinquième raison psychologique, et celle-ci est particulièrement pertinente si vous avez des enfants adultes, c'est que votre enfant peut être dans une phase de développement psychologique où il a besoin de se différencier de vous, de se définir en opposition à vous. Et cette différenciation passe souvent par une dévalorisation temporaire de la figure maternelle. C'est un processus normal, sain même, du développement de l'identité adulte, mais cela ne le rend pas moins douloureux pour vous qui en êtes la cible. Laissez-moi vous expliquer le processus psychologique qui est à l'œuvre ici. Pour devenir un adulte autonome, un individu à part entière avec sa propre identité, ses propres valeurs, ses propres choix, un enfant doit psychologiquement se séparer de ses parents et particulièrement de sa mère avec qui le lien initial était le plus fusionnel. Cette séparation psychologique nécessite souvent, surtout à l'adolescence et au début de l'âge adulte, une phase de rejet, de critique, de dévalorisation de la figure maternelle. Votre fils ou votre fille peut critiquer vos choix de vie, vos valeurs, votre façon d'être, non pas parce que ces choix, ces valeurs, cette façon d'être sont objectivement mauvais, mais parce que psychologiquement, il ou elle a besoin de créer une distance, de se dire je ne suis pas comme ma mère, je fais des choix différents, j'ai des valeurs différentes, je suis une personne différente. C'est une étape nécessaire dans la construction de l'identité adulte et paradoxalement, elle est souvent plus intense quand le lien avec la mère a été très fort, très fusionnel. Le problème, c'est que cette phase de différenciation peut durer des années, parfois des décennies, et pendant tout ce temps, vous vous retrouvez dans la position douloureuse d'être rejeté, critiqué, dévalorisé par cet enfant que vous avez tant aimé, tant soutenu. Et la tentation est grande de réagir de façon défensive, de contre-attaquer, de vous justifier, de leur prouver qu'ils ont tort, de leur rappeler tout ce que vous avez fait pour eux. Mais toutes ces réactions ne font qu'intensifier le conflit, qu'accentuer le besoin de différenciation, qu'alimenter le cycle de rejet et de contre-rejet. J'ai accompagné récemment Isabelle, 54 ans, dont la fille de 28 ans la critiquait constamment, critiquait ses choix de vie, son mariage, sa façon de s'habiller, ses opinions politiques, absolument tout. Isabelle était dévastée, elle ne comprenait pas cette hostilité, elle avait l'impression d'avoir tout raté en tant que mère puisque sa fille semblait la détester. Mais en explorant la situation, j'ai compris que la fille d'Isabelle était en pleine construction de son identité adulte. Elle venait de terminer ses études. Elle commençait sa carrière, elle était dans une nouvelle relation amoureuse et psychologiquement, elle avait besoin de se définir comme différente de sa mère, comme ayant fait de meilleurs choix, comme étant plus moderne, plus éclairée, plus libre. Ce que j'ai expliqué à Isabelle et ce que je veux que vous compreniez si vous vivez une situation similaire, c'est que cette dévalorisation n'est pas personnelle. Elle n'est pas vraiment à propos de vous, elle est à propos du besoin psychologique de votre enfant de se construire une identité séparée. Et la meilleure façon de gérer cette phase, la plus difficile, mais aussi la plus efficace, c'est de ne pas la prendre personnellement, de ne pas entrer dans le conflit, de ne pas essayer de vous défendre ou de prouver votre valeur. Au lieu de cela, vous pouvez reconnaître le besoin de différenciation de votre enfant. Vous pouvez même le valider. Vous pouvez dire des choses comme « je comprends que tu aies besoin de faire tes propres choix, de trouver ton propre chemin, c'est normal et sain ». Je respecte que tu aies des opinions différentes des miennes. En faisant cela, vous enlevez le carburant du conflit, vous montrez que vous n'êtes pas menacé par leurs différences, que vous n'avez pas besoin qu'ils soient comme vous ou qu'ils approuvent vos choix pour que vous vous sentiez validé. Et voici ce qui est fascinant quand vous cessez de résister à leurs besoins de différenciation. Quand vous le validez au lieu de le combattre, la phase de rejet se termine généralement beaucoup plus rapidement. Votre enfant, ayant obtenu la permission psychologique d'être différent, n'a plus besoin de vous dévaloriser pour
affirmer sa différence. Et souvent, après cette phase, vient une phase de réintégration où votre enfant adulte peut enfin vous voir de façon plus nuancée, plus réaliste, reconnaissant vos qualités sans nier vos défauts, appréciant ce que vous lui avez apporté sans se sentir obligé d'être comme vous. Mais attention, et c'est important, cette réintégration ne se produit que si vous avez réussi à ne pas prendre personnellement la phase de différenciation. Si vous n'avez pas créé de blessures relationnelles profondes en réagissant de façon défensive, agressive ou en utilisant la culpabilité. Si vous avez géré cette phase avec maturité, avec respect pour le processus de développement de votre enfant, alors la relation qui émerge de l'autre côté peut être plus profonde, plus authentique, plus satisfaisante que jamais. La 6e raison psychologique pour laquelle un enfant ne valorise pas sa mère, et celle-ci est douloureuse mais nécessaire à aborder, c'est que vous avez peut-être reproduit avec vos enfants les patterns dysfonctionnels que vous avez vous-même vécus dans votre enfance. Et vos enfants réagissent à ces patterns de la même façon que vous avez réagi avec vos propres parents. Nous appelons cela en psychologie la transmission intergénérationnelle des traumas et des patterns relationnels. Voici comment ça fonctionne. Si vous avez grandi avec une mère qui ne valorisait pas vos besoins, qui ne vous écoutait pas vraiment, qui était émotionnellement distante ou au contraire envahissante, qui utilisait la culpabilité comme outil de contrôle, il y a de fortes chances que vous ayez, malgré toutes vos bonnes intentions, reproduit certains de ces patterns avec vos propres enfants. Non pas parce que vous êtes une mauvaise personne, non pas parce que vous ne voulez pas bien faire, mais simplement parce que nous tendons à reproduire ce que nous avons connu, même quand nous jurons de faire différemment. Peut-être que vous avez juré de ne jamais être comme votre mère, de ne jamais répéter ses erreurs, et consciemment vous avez fait différemment, mais inconsciemment dans les moments de stress, de fatigue, de conflit, les vieux patterns sont revenus. Les phrases que vous détestiez entendre dans votre enfance sont sorties de votre bouche. Les comportements que vous aviez trouvés blessants, vous êtes surprise à les reproduire. Et maintenant, vos enfants réagissent à ces patterns de la même façon que vous avez réagi, par la distance, par la dévalorisation, par la protection de leur espace émotionnel. C'est une pilule difficile à avaler, je le sais, parce que cela signifie regarder en face non seulement vos propres blessures d'enfance, mais aussi reconnaître que vous avez peut-être blessé vos propres enfants de façon similaire. Mais c'est aussi, et je veux que vous entendiez ceci, une opportunité de briser le cycle, de faire en sorte que ces patterns dysfonctionnels s'arrêtent avec vous, qu'ils ne se transmettent pas à la génération suivante. J'ai travaillé avec Martine, 59 ans, qui se plaignait que sa fille ne lui confiait jamais rien d'important, ne partageait jamais ses vraies émotions, restait toujours en surface dans leurs conversations. Martine était blessée par cette distance émotionnelle. Elle avait l'impression que sa fille ne la valorisait pas assez pour lui faire confiance. Mais en explorant l'histoire de Martine, j'ai découvert qu'elle-même avait grandi avec une mère très critique, une mère qui utilisait chaque confidence comme une arme, qui jugeait, qui critiquait, qui donnait des conseils non sollicités déguisés en préoccupation maternelle. Martine avait juré de ne jamais être comme sa mère. Elle voulait être une mère à l'écoute, bienveillante, soutenante, mais sans s'en rendre compte, elle avait reproduit certains patterns. Quand sa fille lui confiait quelque chose, Martine immédiatement donnait son avis, proposait des solutions, critiquait les choix de sa fille, même si c'était fait avec les meilleures intentions. Et sa fille avait appris exactement comme Martine avait appris avec sa propre mère que partager des choses personnelles n'était pas sûr, que cela ouvrait la porte au jugement, aux conseils non désirés, à la perte de contrôle sur sa propre vie. Le travail que nous avons fait avec Martine a été de l'aider à identifier ces patterns, à comprendre leur origine et surtout à développer de nouvelles façons d'être en relation avec sa fille. Martine a appris à écouter sans immédiatement donner son avis, à poser des questions au lieu de donner des réponses, à valider les émotions de sa fille au lieu de les minimiser ou de les corriger, à respecter ses choix même quand ils étaient différents de ceux qu'elle aurait fait. Et progressivement, sa fille a commencé à s'ouvrir davantage, à partager plus parce qu'elle avait expérimenté que c'était maintenant sûr de le faire, que sa mère ne profiterait pas de ses confidences pour la critiquer ou la contrôler.
Mais cela a demandé du temps, de la patience, de la constance, parce que des années de pattern ne se changent pas du jour au lendemain, et il faut du temps pour que l'autre personne fasse confiance au nouveau pattern. Alors si vous pensez que cette raison peut s'appliquer à votre situation, voici ce que je vous propose. Faites un travail honnête d'introspection sur votre propre enfance, sur votre relation avec votre propre mère, sur les patterns que vous avez vécus. Identifiez les comportements qui vous ont blessé, les façons d'être en relation qui vous ont fait vous sentir non valorisé, non vu, non respecté. Puis, et c'est la partie difficile, regardez honnêtement si vous avez reproduit certains de ces patterns avec vos propres enfants. Ce n'est pas pour vous culpabiliser, c'est pour vous donner le pouvoir de changer. Parce que ce que vous pouvez voir, vous pouvez le transformer. Et si vous identifiez des patterns que vous voulez changer, commencez aujourd'hui. Il n'est jamais trop tard pour modifier une dynamique relationnelle. Vous pouvez même avoir une conversation honnête avec vos enfants adultes, reconnaître que vous avez reproduit certains comportements de votre propre mère que vous n'aimiez pas, vous excuser si nécessaire et exprimer votre intention de faire différemment maintenant. Cette vulnérabilité, cette honnêteté, cette capacité à reconnaître vos erreurs et à vouloir changer, c'est souvent ce qui crée les percées relationnelles les plus profondes. Vos enfants ne s'attendent pas à ce que vous soyez parfaite. Ils s'attendent à ce que vous soyez humaine, authentique, capable de grandir et d'évoluer. La 7e et dernière raison psychologique pour laquelle un enfant ne valorise pas sa mère, et celle-ci englobe en quelque sorte toutes les autres, c'est que nous vivons dans une culture qui n'enseigne pas la gratitude, qui n'encourage pas la reconnaissance, qui promeut au contraire l'individualisme, le narcissisme, le sentiment d'entitlement, cette idée que nous méritons tout sans avoir à donner quoi que ce soit en retour. Vos enfants ont grandi dans cette culture, ils ont été bombardés de messages qui leur disent que leur satisfaction personnelle est la chose la plus importante, que leurs besoins passent avant tout, que les autres, y compris leurs parents, sont là pour les servir. Cette culture du narcissisme, et je ne parle pas du narcissisme pathologique, mais du narcissisme culturel ambiant, crée des adultes qui ont du mal à voir au-delà de leurs propres besoins, qui ont du mal à reconnaître les contributions des autres, qui considèrent comme acquis ce qui devrait être apprécié. Et les mères, parce qu'elles sont souvent celles qui donnent qui sont le plus présentes, qui font le plus de sacrifices, sont particulièrement victimes de cette incapacité culturelle à la gratitude. Mais voici la bonne nouvelle, et après tout ce que je vous ai dit de difficile, de douloureux, je veux terminer sur une note d'espoir et de pouvoir. Vous pouvez enseigner la gratitude à vos enfants, quel que soit leur âge. La gratitude n'est pas innée, c'est une compétence qui s'apprend, qui se cultive. Et vous, en tant que mère, vous avez le pouvoir d'être celle qui enseigne cette compétence essentielle. Comment enseigner la gratitude? Pas en l'exigeant, pas en disant tu devrais être reconnaissant, pas en listant tout ce que vous avez fait pour eux, mais en la modélisant vous-même. Soyez vous-même une personne qui exprime de la gratitude, qui reconnaît les contributions des autres, qui dit merci pour les petites choses comme pour les grandes. Quand vos enfants font quelque chose pour vous, même quelque chose de petit, reconnaissez-le explicitement, dites merci, dites que vous appréciez, soyez spécifique sur ce que vous appréciez et pourquoi. Créer aussi des rituels familiaux autour de la gratitude. Par exemple, au repas de famille, chacun peut partager une chose pour laquelle il est reconnaissant cette semaine ou une personne qu'il veut remercier et pourquoi. Au début, cela peut sembler artificiel, forcé, mais avec le temps, cela devient une habitude, une façon d'être, une lentille à travers laquelle on voit le monde. Et surtout, et ceci est absolument crucial, arrêtez de faire les choses pour vos enfants qu'ils peuvent faire eux-mêmes. Parce que chaque fois que vous faites quelque chose qu'ils pourraient faire, vous les privez d'une opportunité d'apprendre, de grandir et aussi de contribuer, de donner en retour. La gratitude naît de la réciprocité, du sentiment que la relation est un échange mutuel où chacun donne et reçoit. Si vous êtes toujours celle qui donne et qui sont toujours ceux qui reçoivent, il ne peut pas y avoir de vraie gratitude, seulement au mieux un sentiment d'obligation, au pire un sentiment d'entitlement. Alors invitez vos enfants, quel que soit leur âge, à contribuer, à donner, à participer. Si vous organisez un repas de famille, demandez-leur d'apporter un plat, de mettre la table, de faire la vaisselle. Si vous avez besoin d'aide pour quelque chose, demandez-la explicitement au lieu de tout faire vous-même puis de vous plaindre que personne ne vous aide. Donnez-leur
l'opportunité de contribuer à votre bien-être comme vous contribuez au leur, parce que c'est dans cette réciprocité que naît le respect mutuel, la valorisation mutuelle, l'amour adulte et mature. Je vais vous raconter une dernière histoire avant de conclure. L'histoire de Claire, 65 ans, qui est venue me voir il y a 2 ans dans un état de désespoir total. Ses 3 enfants adultes la traitaient, selon ses mots, comme une boniche. Ils venaient chez elle, manger ce qu'elle préparait, utiliser sa maison comme un hôtel, mais ne lui manifestaient aucune reconnaissance, aucun respect, aucune valorisation. Claire était au bord de la dépression, elle envisageait de couper les ponts avec ses enfants, de déménager loin, de recommencer sa vie ailleurs. Nous avons travaillé ensemble pendant plusieurs mois et Claire a appliqué tous les principes dont je vous ai parlé aujourd'hui. Elle a appris à poser des limites, à exprimer ses besoins, à arrêter d'être toujours disponible, à cesser d'utiliser le sacrifice comme outil relationnel, à ne pas prendre personnellement les comportements de ses enfants, à identifier et changer les patterns dysfonctionnels qu'elle avait reproduits, à enseigner la gratitude par l'exemple et en créant des opportunités de réciprocité. Au début, ces enfants ont été surpris, déstabilisés même par ces changements. Ils ont résisté, ils ont essayé de la faire revenir aux anciens patterns, ils ont même été en colère parfois. Mais Claire a tenu bon, avec douceur, mais avec fermeté. Elle a maintenu ses nouvelles limites, ses nouvelles façons d'être en relation. Et progressivement, sur plusieurs mois, quelque chose de magnifique s'est produit. La relation a commencé à se transformer. Ses enfants ont commencé à la voir différemment, non plus comme une ressource inépuisable qu'on peut utiliser sans reconnaissance, mais comme une personne à part entière, avec ses propres besoins, ses propres valeurs. Ils ont commencé à exprimer de la gratitude, à contribuer davantage, à s'intéresser vraiment à sa vie, à elle. Et Claire m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle m'a dit « Christophe, pour la première fois de ma vie, je sens que mes enfants m'aiment vraiment, pas parce qu'ils ont besoin de moi, pas par obligation, mais parce qu'ils me voient, ils me valorisent, ils apprécient qui je suis. » Voilà ce qui est possible pour vous aussi, voilà la transformation qui vous attend. Si vous êtes prête à faire le travail difficile, mais libérateur de changer les dynamiques relationnelles, dysfonctionnelles, de vous respecter vous-même, de poser des limites saines, d'arrêter les patterns toxiques, d'enseigner par l'exemple ce que vous voulez recevoir. Ce n'est pas facile, ce n'est pas rapide, cela demande du courage, de la constance, de la patience, mais c'est possible et vous le méritez. Parce que voici ce que je veux que vous compreniez vraiment profondément, au niveau le plus profond de votre être. Votre valeur ne dépend pas de la reconnaissance de vos enfants. Vous êtes précieuse, vous êtes importante, vous êtes digne de respect et d'amour simplement parce que vous existez. Simplement parce que vous êtes un être humain. Tout ce que vous avez fait pour vos enfants, tous les sacrifices, tout le dévouement, tout l'amour, tout cela a de la valeur, indépendamment de leur capacité ou volonté de le reconnaître. Mais en même temps, vous avez le droit et même le devoir envers vous-même de créer des relations où vous êtes valorisé, respecté, où il y a de la réciprocité, où vous pouvez recevoir autant que vous donnez. Vous n'êtes pas égoïste de vouloir cela, vous n'êtes pas une mauvaise mère de poser des limites, vous n'êtes pas cruel d'exprimer vos besoins. Au contraire, vous êtes une femme forte, consciente, qui refuse de rester prisonnière de patterns relationnels qui ne nourrissent personne, ni vous, ni vos enfants. Et laissez-moi vous dire quelque chose d'autre, quelque chose que notre société ne dit pas assez aux femmes, aux mères. Vous avez le droit d'avoir une vie qui ne tourne pas uniquement autour de vos enfants. Vous avez le droit d'avoir des passions, des intérêts, des relations, des projets qui sont juste pour vous, qui n'ont rien à voir avec votre rôle de mère. Vous êtes une personne complète, complexe, fascinante, bien au-delà de votre fonction maternelle. Et paradoxalement, quand vous cultivez cette vie riche et pleine qui ne dépend pas uniquement de vos enfants, quand vous vous valorisez vous-même, quand vous vous respectez, quand vous vous créez une existence qui vous nourrit, c'est souvent à ce moment-là que vos enfants commencent à vous valoriser davantage. Parce qu'ils vous voient comme une personne intéressante, inspirante, pas seulement comme une fonction au service de leurs besoins. Alors, voici ce que je vous propose de faire dès aujourd'hui. Choisissez une des 7 raisons dont nous avons parlé, celle qui résonne le plus avec votre situation, et identifiez une action concrète, spécifique, que vous pouvez faire cette semaine pour commencer à changer ce pattern. Peut-être que c'est dire non à une demande de votre enfant alors que vous auriez automatiquement dit oui. Peut-être que c'est exprimer un besoin que vous avez habituellement gardé pour vous. Peut-être que c'est arrêter
arrêter de rappeler votre sacrifice et commencer à parler de votre vie de façon plus équilibrée. Peut-être que c'est identifier un pattern de votre propre enfance que vous voulez arrêter de reproduire. Quelle que soit l'action que vous choisissez, faites-la, même si c'est difficile, même si c'est inconfortable, même si vous avez peur de la réaction de vos enfants. Parce que chaque petit pas que vous faites vers une relation plus saine, plus équilibrée, plus respectueuse de vous-même, c'est un pas vers la libération, vers la paix, vers une relation avec vos enfants qui peut enfin être source de joie plutôt que de souffrance. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Il y a des milliers de femmes, de mères qui vivent exactement ce que vous vivez, qui ressentent exactement ce que vous ressentez, qui se posent exactement les mêmes questions. En partageant vos expériences, en vous soutenant mutuellement, en refusant ensemble de rester prisonnières de patterns relationnels toxiques, vous créez une force collective qui peut transformer non seulement vos propres vies, mais aussi la culture dans laquelle nous vivons. Parce que imaginez un monde où les mères sont vraiment valorisées, vraiment respectées, vraiment vues pour la contribution immense qu'elles apportent. Imaginez un monde où le travail émotionnel et relationnel est reconnu comme aussi important que le travail intellectuel et professionnel. Imaginez un monde où les femmes n'ont pas à choisir entre être de bonnes mères et être des personnes à part entière avec leurs propres besoins et désirs. Imaginez un monde où la gratitude est une compétence que nous enseignons à nos enfants dès le plus jeune âge. Ce monde est possible, mais il commence avec vous, avec votre décision de ne plus accepter d'être invisible, de ne plus tolérer d'être non valorisé, de ne plus rester silencieuse face à ce qui vous blesse. Il commence avec votre courage de regarder en face les dynamiques relationnelles dysfonctionnelles et de décider que cela s'arrête maintenant, que vous méritez mieux, que vos enfants méritent mieux, que les générations futures méritent mieux. Je sais que ce que je vous demande n'est pas facile, je sais que changer des patterns qui ont peut-être duré des décennies demande un courage immense, une détermination sans faille, une capacité à tolérer l'inconfort et l'incertitude. Mais je sais aussi, parce que je l'ai vu encore et encore dans mon cabinet, que vous en êtes capable, que vous avez cette force en vous, que vous pouvez faire ce travail de transformation. Vous avez déjà fait des choses tellement plus difficiles, vous avez porté des enfants, vous les avez mis au monde, vous les avez élevés à travers toutes les difficultés, tous les défis, toutes les incertitudes. Si vous avez pu faire tout cela, vous pouvez certainement faire ce travail de transformation relationnelle. Vous avez en vous une résilience, une force, une sagesse qui ont été forgées par des années d'expérience, par des décennies de navigation dans la complexité des relations humaines. Et laissez-moi vous dire une dernière chose avant de terminer. Vous êtes magnifique, vous êtes précieuse, vous êtes essentielle, non pas à cause de ce que vous faites pour les autres, non pas à cause de votre capacité à vous sacrifier, à vous effacer, à répondre aux besoins de tout le monde, sauf aux vôtres, mais simplement parce que vous êtes vous, avec votre histoire unique, vos blessures et vos forces, vos erreurs et vos sagesses, votre humanité pleine et complexe. Ne laissez personne, pas même vos propres enfants, vous faire croire que vous n'avez de valeur que dans votre fonction, que vous n'êtes importante que dans ce que vous pouvez donner. Vous êtes importante dans ce que vous êtes, dans votre essence, dans votre être profond. Et quand vous commencerez à vraiment croire cela, quand vous commencerez à vous traiter vous-même avec le respect et la valorisation que vous méritez, le monde autour de vous, y compris vos enfants, commencera à vous traiter différemment aussi. Parce que nous enseignons aux autres comment nous traiter par la façon dont nous nous traitons nous-mêmes. Si vous vous respectez, les autres vous respecteront. Si vous vous valorisez, les autres vous valoriseront. Si vous posez des limites saines, les autres les respecteront. Ce n'est pas magique, ce n'est pas instantané, mais c'est une loi psychologique aussi fiable que la gravité. La façon dont vous vous traitez vous-même établit le standard pour la façon dont les autres vous traiteront. Alors aujourd'hui, maintenant, à cet instant précis, prenez la décision ferme et irrévocable que vous allez vous traiter avec le respect, l'amour, la valorisation que vous méritez, que vous allez créer des relations, y compris avec vos enfants, où il y a de la réciprocité, de l'équilibre, du respect mutuel, que vous allez arrêter de vous sacrifier en espérant être valorisé et que vous allez commencer à vous valoriser vous-même indépendamment du regard des autres. Cette décision, ce moment, peut être le début d'une transformation profonde, non seulement de votre relation avec vos enfants, mais de votre relation avec vous-même, avec votre vie, avec votre avenir.
Vous avez passé peut-être des décennies à donner, à vous occuper des autres, à mettre vos besoins de côté. Et maintenant, il est vraiment temps de vous occuper de vous, de nourrir votre propre âme, de cultiver votre propre jardin intérieur. Et en faisant cela, vous ne serez pas égoïste, vous ne serez pas une mauvaise mère. Au contraire, vous serez un modèle pour vos enfants. Vous leur montrerez ce qu'est une femme forte, qui se respecte elle-même, qui pose des limites saines, qui refuse de rester dans des relations déséquilibrées. Vous leur enseignerez, par exemple, ce que vous n'avez peut-être jamais pu leur enseigner par les mots, que chaque être humain, y compris et surtout les femmes, y compris et surtout les mères, mérite respect, valorisation et amour. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci d'avoir eu le courage de rester avec moi à travers ces vérités difficiles, ces remises en question douloureuses, ces invitations à changer ce qui est confortable, même si ce n'est pas ça. Votre présence ici, votre volonté d'apprendre, de comprendre, de grandir, tout cela témoigne de votre force, de votre courage, de votre détermination à créer une vie meilleure pour vous-même et pour ceux que vous aimez. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, parce que nous sommes une communauté de femmes fortes, conscientes, qui refusent de rester prisonnières de patterns dysfonctionnels, qui choisissent la croissance plutôt que la stagnation, qui choisissent le respect de soi plutôt que le sacrifice de soi, qui choisissent la vie pleine et riche qu'elles méritent plutôt que l'existence diminuée qu'on leur a dit d'accepter. Et rappelez-vous, chaque jour est une nouvelle opportunité de faire un choix différent, de réagir différemment, de créer quelque chose de nouveau dans vos relations, dans votre vie. Vous n'êtes pas prisonnière de votre passé, vous n'êtes pas condamné à répéter les mêmes patterns pour toujours. Vous avez le pouvoir maintenant, aujourd'hui, de créer quelque chose de différent, quelque chose de meilleur, quelque chose qui honore, qui vous êtes vraiment et ce que vous méritez vraiment. Alors allez-y, faites ce premier pas, aussi petit soit-il, vers la transformation que vous désirez, vers la relation que vous méritez, vers la vie que vous voulez vraiment vivre. Je crois en vous, je crois en votre force, je crois en votre capacité à créer le changement que vous désirez. Et je serai là, à travers ces vidéos, à travers cette communauté, pour vous accompagner, vous soutenir, vous encourager à chaque étape de ce voyage magnifique et difficile vers une vie plus authentique, plus respectueuse de vous-même, plus pleine de joie et de sens.